Dans les quelques minutes qui vont suivre, je vous propose une incursion dans la théorie U d'Otto Scharmer. La théorie U d'Otto Scharmer n'est pas seulement une théorie, c'est aussi, comme le dit Peter Senge, un protocole en vue de libérer les forces créatives des personnes, des groupes et des institutions pour les rendre capables d'adresser de manière innovante non seulement les défis qui se posent à eux, mais plus profondément encore leurs désirs et leurs raisons d'être. La puissance de la théorie U peut s'évaluer au nombre de champs d'application dans lesquels elle peut se déployer. L'innovation, l'accompagnement au changement, ou encore les apprentissages, le leadership, voire même une certaine pratique de la sagesse. Pour Scharmer, je le rappelle, il y a deux types d'apprentissage. On peut soit apprendre à partir du passé, soit se laisser guider par le futur, ce qu'il appelle apprendre à partir du futur émergent. Or, il y a quelque chose de paradoxal dans cette proposition d'apprendre à partir du futur émergent, car comment apprendre à partir de ce que l'on ignore? La réponse de Scharmer, au terme d'un processus génératif. Ce n'est peut-être pas anodin que Scharmer soit fils de paysan et qui plus est un des premiers promoteurs de la culture biologique en Allemagne. Scharmer, dans son livre La théorie U, renouveler le leadership, raconte comment son père lui parlait de la terre qu'il cultivait et en particulier de l'interface entre ceux qui se voyaient, la couche arable, et ceux qui ne se voyaient pas, la multitude d'organismes qui la rendent fertile. Le visible et l'invisible, non seulement se côtoyaient, mais s'entrelaçaient intimement. Pour Scharmer, le futur émergent est comme cette partie invisible du sol. Il côtoie, en réalité soutient le présent sous la forme d'une multitude de combinaisons possibles qui sont en germe. Apprendre du futur émergent consiste donc à les trouver, à les sélectionner et à les faire pousser. Comme disait William Gibson, le futur est déjà là, il est simplement inégalement distribué. Invisible à l'œil, le futur n'en est pas moins là pour celui qui veut bien se donner la peine de lui donner forme et d'en prendre soin. Ce n'est donc pas surprenant que Scharmer utilise le terme d'attention pour définir la connaissance. Ce qui est intéressant dans ce terme, c'est qu'il lie la connaissance à la perception et la perception à la notion de souci de soi et des autres. Pour connaître, il faut non seulement enclencher le dispositif cognitif dans son entier, mais aussi s'en soucier. On ne connaît que ce que l'on perçoit, mais aussi ce dont on prend soin. Ce sera donc le degré d'attention que l'on portera aux choses qui déterminera le type de compréhension qu'on peut avoir d'elles, et par conséquent qui ouvre le champ de l'action. Une attention aux choses limitées n'ouvrira qu'un champ d'action limité. Pour innover, il sera donc nécessaire de modifier le champ perspectif. Chapitre 2. La théorie U et l'innovation. Nous avons vu que tout processus d'innovation demande un décentrement, ce que traduit bien le slogan « Think out of the box ». Ce décentrement, nous l'avons vu dans le cours d'idéation, a plus ou moins de robustesse, c'est-à-dire d'efficience, selon qu'il s'intègre ou pas dans un processus structuré. Du point de vue de l'innovation, la théorie U se positionne, tout comme la théorie CK, en tant que processus d'innovation de rupture. On y retrouve tous les paramètres déjà vus dans les cours précédents, la divergence et la convergence, la notion de capacité d'innovation et d'apprentissage collectif. Tout comme la théorie CK, la théorie U repose sur la notion de saturation. L'une et l'autre partent du même constat. Pour innover, la première condition est de saturer les savoirs, c'est-à-dire d'étendre au maximum ce qui est connaissable. Cette saturation est la condition même du processus d'idéation. Tout comme la théorie CK, la théorie U repose sur la notion d'expansion. Mais là où dans la théorie CK, elle se conçoit comme une dialectique entre savoir et concept, dans la théorie U, elle résulte de l'extension de la perception et des réseaux cognitifs qui s'y rapportent. La différence entre ces deux théories tourne autour de la définition de la connaissance. Pour la théorie CK, elle est entièrement rationnelle. Pour la théorie U, elle est à la fois rationnelle, émotionnelle, voire spirituelle.
Les mouvements de divergence et de convergence et de capitalisation cognitive se feront donc sur ces trois axes. Pour Otto Scharmer, il ne suffit donc pas d'ouvrir son esprit pour innover, mais aussi son cœur, l'empathie, et sa volonté, intention. Chapitre 3. Les typologies d'apprentissage. Scharmer aime les typologies. Et c'est pourquoi il montre qu'à ces quatre types d'apprentissage correspondent ce qu'il appelle des champs d'émergence, qui ont des propriétés qui augmentent ou entravent le travail de conception des collectifs. Ainsi, chaque champ active un type de parole, une manière d'écouter et enfin d'agir. Prenons par exemple la réaction. Quel type de champ d'émergence crée-t-elle ? Au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire de la dynamique des connaissances, il se fait à partir des routines et des habitudes. On agit à partir de sa base de connaissances. Au niveau de la parole et des types de conversation, on est dans un langage politiquement correct. On dit ce que les autres veulent entendre, on se conforme aux schèmes de pensée institués. Le dialogue est ainsi entravé par le jugement qui disqualifie tout ce qui vient remettre en question les opinions passées. Ceci est souvent le cas dans les bureaucraties ou dans les entreprises dont le style de management est à la fois autoritaire et directif. Dans ce cadre, l'innovation est quasi inexistante dans la mesure où la compréhension de la situation demeure prisonnière des biais cognitifs qui se renforcent en permanence. Scharmer représente ce stade par un cercle fermé avec un petit point à l'intérieur pour souligner le côté autocentré des organisations qui fonctionnent à partir de ce type d'apprentissage. Les organisations qui ont développé des capacités de restructuration sont capables d'intégrer de nouvelles informations. Par rapport aux précédentes, elles sont capables de se décentrer. Elles s'informent et accordent une valeur aux données, souvent dans le cadre de leur confrontation. Ces organisations privilégient les compétences métiers, dont le mode majeur de conversation est le débat, c'est-à-dire l'affrontement des points de vue. Je parle à partir de ce que je pense. Les entreprises d'ingénierie fonctionnent souvent sur ce modèle. Dans ce cadre, les idées qui remettent en question les structures sont souvent contestées et la capacité d'innovation ou la flexibilité organisationnelle reste limitée du moment où les structures et les postulats de fonctionnement ne sont pas remis en question. Ce stade est représenté par un cercle fermé avec un petit point sur sa circonférence. Le troisième type d'apprentissage est la reformulation. Ici intervient une autre sorte d'intelligence qu'on qualifie souvent d'intelligence émotionnelle, qui vient en complément de l'intelligence rationnelle, d'une part pour faire sens des situations, mais aussi pour orienter l'action. Alors que dans les organisations précédentes, l'action se déroule à partir de la confrontation d'opinions individuelles, nous sommes ici dans des organisations qui privilégient non seulement le dialogue, en opposition au débat, mais son extension par l'inclusion des parties prenantes. Ces organisations ne se pensent plus comme des îles solitaires, mais comme appartenant à des archipels. Ici, la notion de réseau remplace celle de forteresse. Leur capacité d'innovation et de changement est grandement augmentée par le fait que leur perception des situations ou des enjeux s'enrichit considérablement par l'apport des autres. Ce stade est représenté par un cercle dont la circonférence est poreuse, et un petit point en deçà de son pourtour, cela pour montrer une capacité d'ouverture au monde jusqu'ici limitée. Otto Scharmer appelle le quatrième type de connaissance par le terme de régénération ou en anglais de presencing. Ici, les organisations se caractérisent par une très grande conscience de qui elles sont et de ce qu'elles font. L'exemple qui vient à l'esprit est évidemment celui des organisations dites libérées, mais qui au fond se sont débarrassées de tout ce qui venait entraver leur raison d'être, ternir ou limiter leur mission et la capacité générative du champ dans lequel elles opèrent. La manière dont les gens de ces organisations parlent et essayent de faire sens de ce qui leur arrive prend sa source dans une vigilance constante à leur raison d'être. Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Mais aussi, comment nous sentons-nous ? Ces organisations se distinguent des autres par leur structure d'apprentissage qui est non seulement collective, ce que Otto Scharmer appelle la co-création, mais aussi par une focale sur les besoins et les désirs des personnes. Ce qui est très important de comprendre ici,
C'est d'abord le renversement de la logique des affaires habituelles. Les résultats sont les conséquences de l'activité et non leur cause. On n'entreprend pas pour gagner de l'argent, mais on gagne de l'argent parce qu'on entreprend. Il y a là aussi un renversement des critères d'évaluation qui passent d'extérieur, du type objectif, à intérieur, du type suis-je toujours relié à mes intentions profondes en tant que personne ou collectif. Ce genre de renversement modifie la capacité générative de l'organisation en l'identifiant comme direction stratégique. Chapitre 4. Correspondance. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la théorie U peut être mise en correspondance avec d'autres théories organisationnelles qui sont en train de redessiner profondément le champ des organisations. On se rappelle que Caroline Mott et Valérie Chanal distinguaient 4 formes de flexibilité: d'optimisation, d'opération, structurelle et enfin stratégique. Elles les définissaient comme suit. La flexibilité d'optimisation correspond à des procédures statiques pour optimiser la performance de l'entreprise. La flexibilité opérationnelle permet de fournir des réponses rapides à des changements pouvant être anticipés, comme des fluctuations dans l'activité de production de l'entreprise. La flexibilité structurelle fait référence aux capacités managériales de modification de la structure organisationnelle, des circuits de décision et de communication pour s'adapter aux conditions de l'environnement. Enfin, la flexibilité stratégique implique des changements de nature des activités de l'organisation. Dans ce contexte, le management peut avoir à modifier rapidement ses stratégies, appliquer de nouvelles technologies ou renouveler complètement ses produits. On peut très bien les relier au niveau d'apprentissage d'Otto Scharmer. À la flexibilité d'optimisation correspond le niveau réagir, à la flexibilité opérationnelle le niveau reconcevoir, à la flexibilité structurelle le niveau reconfigurer, et à la flexibilité stratégique le niveau régénéré si l'on accepte d'étendre la notion de stratégie, non pas dans une optique de changement de nature des activités, mais dans son identification avec les capacités génératives du presencing. De la même manière, Frédéric Laloux distinguait les organisations ambre, orange, verte et opale. Les organisations ambre présentent les caractéristiques suivantes. Elles s'appuient sur des processus stables et reproductibles et sont très hiérarchiques. Elles correspondent au stade réagir de Scharmer. Les organisations orange se conçoivent comme des machines. Si une partie de la machine ne fonctionne pas à la cadence attendue, c'est qu'il est temps d'intervenir. Ce sont elles qui ont inventé le management par objectif. Elles correspondent au stade reconcevoir de Scharmer. Les organisations vertes se distinguent par 3 avancées: l'autonomisation, pyramide inversée, la culture des valeurs et le respect des parties prenantes. Elles correspondent au stade reformulé de Scharmer. Enfin, les organisations opales partent du principe que le monde doit être le lieu du déploiement individuel et collectif. Pour cela, elles s'éloignent des routines de contrôle, de la nécessité de faire bonne figure ou de correspondre à ce qui est attendu. La justesse devient la boussole des actions, ce qui revient à dire qu'elles ne sont plus dépendantes des causes extérieures, comme l'opinion d'autrui ou les objectifs à atteindre, qui en réalité sont des effets, mais de critères intérieurs, comme « suis-je d'accord avec moi-même ?» Elles correspondent très exactement au stade régénéré d'Otto Scharmer. En résumé, la théorie U s'inscrit dans une lignée de théories qui conçoivent l'innovation et le changement dans une même perspective. C'est une théorie de la conception innovante, tout comme la théorie CK, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans la même logique des apprentissages collectifs. Elle se base sur les mêmes critères de saturation et d'expansion des connaissances et propose un dispositif capable de désamorcer la fixation qui représente un obstacle fondamental à l'innovation et à la conduite du changement. Tout comme la théorie CK, la théorie U vise l'innovation de rupture, c'est-à-dire qu'il va modifier soit l'identité des objets, dans la théorie CK, soit les champs d'émergence dans la théorie U, c'est-à-dire la puissance génératrice des personnes et des collectifs. Mais ces 2 approches divergent dans la définition de la connaissance. Pour la théorie CK, elle est tout entière une démarche rationnelle. La connaissance opère d'un côté de manière logico-déductive et de l'autre d'une manière analytique, alors que la théorie U
promeut une approche synthétique qui intègre différents modes de connaissance, rationnels certes, mais aussi émotionnels et spirituels, et se base sur une logique de connexion à la fois personnelle et collective. La théorie U est non seulement une théorie du changement et de l'innovation, mais aussi de l'organisation. Elle permet de les classifier en utilisant des notions très voisines de celles développées par Caroline Mott et Valérie Chanal, comme la flexibilité organisationnelle comme condition à l'innovation. Mais la théorie U met au centre de sa démarche une correspondance entre des états de conscience et des types d'organisation qui la rapproche beaucoup de la conception de Frédéric Laloux. La typologie psychohistorique de ce dernier et son implication dans la forme et les capacités génératives des organisations est congruente à la vision d'Otto Scharmer qui la synthétise dans une démarche unique d'innovation et de changement. Enfin, tous ces travaux ont pour but de montrer que les organisations sont en réalité des constructions extrêmement plastiques, mobiles, capables de grandes métamorphoses et par conséquent qu'il n'existe pas un modèle, mais plusieurs, qui se distinguent essentiellement par leur capacité générative.